Bonjour à tous et bienvenue. J'ai une question. Pensez-vous que la guerre en Ukraine a vraiment débuté en 2022 ? Se pourrait-il qu'il y ait en réalité une série d'événements qui y ont conduit ? Quel est le véritable objectif de ce conflit ? Dans cette vidéo, je vais vous faire remonter le temps pour révéler les véritables racines derrière la soi-disant opération militaire spéciale. Restez avec moi. Après l'indépendance, l'Ukraine a longtemps débattu de l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, avec des démarches vers l'Union européenne entamées en 2007. C'était vu comme un moyen de dynamiser commerce et tourisme. Malgré 21 séries de négociations entre 2007 et 2012 pour un accord d'association, le président Yanukovych a brusquement suspendu les préparatifs le 21 novembre 2013. C'est là que tout a commencé. Cette décision était un revirement par rapport à ses promesses de campagne d'intégration à l'Union européenne qui lui avaient en valu un soutien public important. Il a justifié sa décision en déclarant son intention de rejoindre l'union douanière de la Russie. Tu en as entendu parler ? Je ne crois pas, je veux dire, qui voudrait rejoindre l'union douanière de la Russie au lieu de l'Union européenne ? Cependant, cette décision a suscité une indignation publique généralisée, déclenchant des manifestations qui rappelaient la révolution orange de 2004. Initialement pacifiques, ces manifestations ont dégénéré en violence après que l'administration de Yanukovych a tenté de les réprimer. La violente attaque policière contre des étudiants le 30 novembre 2014 a mobilisé plus d'1 million de personnes, élargissant les manifestations à un rejet général des répressions gouvernementales. Le Maïdan à Kiev s'est transformé en un bastion de résistance fortifié, les manifestants s'armant et mettant en place des systèmes autonomes pour la sécurité, la nourriture et les soins médicaux. Celle-ci allait être appelée la révolution de la dignité, et elle a vu l'émergence de groupes civiques, devenant un symbole puissant contre la corruption et l'autoritarisme. La violence a considérablement augmenté entre le 18 et le 20 février 2014, entraînant la mort de 100 manifestants et 13 policiers. La police utilisant des balles réelles contre les manifestants le 21 février. Ainsi, un jour plus tard, le président Yanukovych a signé un accord pour un gouvernement temporaire et des élections anticipées, mais il a fui Kiev le même jour. Le Parlement l'a alors démis de ses fonctions et a nommé Arseny Yatsenyuk comme Premier ministre intérimaire. Cela a créé une opportunité pour la Russie, menant à l'annexion de la Crimée. Des manifestations pro-russes ont éclaté dans le sud et l'est de l'Ukraine, encouragées par des agitateurs russes. Le 27 février, donc une semaine plus tard, des petits hommes verts non identifiés, qui se sont avérés plus tard être russes. Des forces spéciales ont facilité et contesté le référendum en Crimée. Malgré les démentis de Vladimir Poutine, ces forces ont aidé les factions pro-russes à hisser des drapeaux russes et à s'emparer des bâtiments gouvernementaux. Sous pression, le Parlement de Crimée a nommé le dirigeant pro-russe Sergueï Aksionov, présentant la résistance ukrainienne comme un coup d'État. Et au 1er mars 2014, la Russie avait le contrôle total de la Crimée. Quand une unité de commando menée par le citoyen russe Igor Kirkin a pris Slaviansk dans l'oblast de Donetsk, la guerre du Donbass a débuté. Le terme Donbass est dérivé de la combinaison de Don, la rivière qui traverse la région, et Bass, une abréviation du mot bassin. La région est historiquement connue pour sa riche industrie minière du charbon, sa production d'acier et sa fabrication lourde. Ce ne sont là que quelques-uns des facteurs qui expliquent pourquoi la Russie s'intéresse à cette région. Le gouvernement ukrainien a lancé une opération antiterroriste pour reprendre le contrôle de Donetsk et Louhansk en raison de la guerre persistante dans les zones urbaines. Les deux camps se sont accusés mutuellement d'avoir tué des innocents. Depuis 2014, 13 000 personnes ont été tuées et le conflit se poursuit toujours. En plus de l'engagement militaire direct, les activistes pro-russes et les civils ont joué un rôle important en bloquant physiquement les convois militaires ukrainiens, les empêchant ainsi d'arrêter l'avancée russe. Cette tactique n'était pas spontanée, c'était une stratégie délibérée orchestrée par le Kremlin. La Russie crée depuis longtemps des régions séparatistes dans plusieurs pays pour déstabiliser les gouvernements et conserver son influence sur ses anciens territoires soviétiques. Le 17 juillet 2014, le vol MH17 de la compagnie Malaysia Airlines a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine alors qu'il volait d'Amsterdam à Kuala Lumpur. Les 298 passagers sont tous décédés.
Le missile ayant abattu l'avion provenait d'un système russe, déplacé en Ukraine puis rapatrié en Russie. La Russie et ses alliés séparatistes ont bloqué les enquêtes et diffusé de la désinformation, accusant l'Ukraine et les médias occidentaux. Le récit russe était incohérent, ce qui a conduit à des théories du complot et à la confusion. Malgré les preuves montrant l'implication de la Russie, la désinformation a continué, visant à perturber la vérité et à saper la crédibilité. L'incident illustre l'usage de la désinformation par la Russie dans sa stratégie pendant des conflits comme en Ukraine. La vie continuait dans l'ouest de l'Ukraine. Petro Porochenko a été élu président de l'Ukraine en juin 2014. Il a aidé l'Ukraine à traverser la première phase de la guerre du Donbass. Les orteils de Poutine ont été écrasés quand Porochenko a commencé à se rapprocher de l'Union européenne. Il devait finir le travail laissé par son prédécesseur. La politique intérieure de Porochenko favorisait la langue ukrainienne, le nationalisme et tout ce qui affirmait la souveraineté de l'Ukraine. Il était évident qu'on ne pouvait plus faire confiance à la Russie. Entre mai 2014 et janvier 2015, l'aéroport de Donetsk a été le théâtre de deux grandes batailles. Le 26 mai 2014 environ, 200 séparatistes, dont des Tchétchènes, ont pris le contrôle des installations clés de l'aéroport. L'Ukraine a répondu avec une force d'intervention et un soutien aérien, repoussant les séparatistes après une journée de combats intenses. Plus de 50 séparatistes ont été tués, l'Ukraine ne rapportant aucune perte. Cette victoire comptait parmi les premiers succès de l'Ukraine contre les séparatistes. La Russie a intensifié son soutien aux mandataires du Donbass en juillet 2014, lançant des roquettes à travers la frontière, comme un voisin non invité qui tire des feux d'artifice à votre barbecue. La frappe, rien qu'à Zelenopilia, a anéanti plus de 30 soldats ukrainiens et transformé l'équipement de 2 bataillons en ferraille. Au cours des mois d'été 2014, le nombre de soldats russes en Ukraine a grimpé jusqu'à 6500. Ces forces, organisées en groupements tactiques blindés, ont amené leur défense aérienne et lance-roquettes. Les forces russes et séparatistes étaient organisées en groupements tactiques blindés de 600 à 800 soldats. Ils comblaient un peu les brèches sur le front du Donbass, tentant de masquer qu'il s'agissait d'une véritable invasion. En août, la Russie et ses supplétifs sont intervenus, avec des chars et de l'artillerie pour sceller l'affaire. Au 1er septembre, l'aéroport était en ruine, mais les forces ukrainiennes tenaient en toujours. L'aéroport de Donetsk avait une grande valeur historique pour les Ukrainiens. Au même moment, l'Ukraine a lancé une contre-offensive pour reprendre Ilovask, ville stratégique prise par l'armée populaire de Donetsk. Les forces ukrainiennes ont pris pied le 18 août, mais la Russie est intervenue le 24 août en envoyant des forces mécanisées qui, le 27 août, ont encerclé Ilovisk, piégeant les troupes ukrainiennes. Ce siège de 2 jours a entraîné de lourdes pertes, car 366 Ukrainiens tués, 429 blessés et 300 capturés et torturés. Malgré les négociations pour un corridor humanitaire suggéré par Poutine, les troupes ukrainiennes ont été prises en embuscade lors de leur retrait du 29 au 30 août, ce qui a conduit à un massacre. Chaque soldat ukrainien qui combat pour sa terre, sa maison et sa famille connaît cette histoire. Tout le monde la connaît. Je veux dire, si Poutine vous propose un corridor humanitaire, vous savez à quoi vous attendre, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont promis de ne pas attaquer si les Ukrainiens se retiraient et déposaient les armes, puis ils ont attaqué et tué tout le monde. Seulement 97 soldats ukrainiens ont fui avant le 1er septembre. La dévastation a conduit aux accords de Minsk le 5 septembre, un cessez-le-feu en 12 points négocié par l'Ukraine, la Russie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les points clés comprenaient un cessez-le-feu immédiat, le retrait des armes lourdes, la décentralisation du Donbass, la surveillance par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe des échanges de prisonniers et une amnistie. Cependant, des violations ont eu lieu presque immédiatement et les combats ont persisté. Le 29 septembre 2014, les séparatistes soutenus par les troupes russes ont transformé l'aéroport de Donetsk en zone de guerre, bombardant à nouveau les défenseurs ukrainiens avec de l'artillerie avant d'avancer. En utilisant des immeubles hauts comme tours d'observation, ils ont pris d'assaut la ville. L'aéroport comprenait plusieurs structures clés, tours de contrôle, nouveaux et anciens terminaux, tous devenus des champs de bataille cruciaux. Au 5 octobre, les séparatistes contrôlaient la majeure partie de l'aéroport, obligeant les troupes ukrainiennes à se retrancher dans les ruines du nouveau terminal. La bataille est vite devenue un siège brutal.
Les séparatistes bombardaient Brant les défenseurs quotidiennement, l'hiver rendant les ruines cauchemardesques. Malgré les conditions difficiles, les troupes ukrainiennes ont tenu bon, gagnant le surnom légendaire de cyborg de l'aéroport de Donetsk. Au fur et à mesure que le siège s'éternisait, la destruction des infrastructures et le nombre croissant de victimes faisaient là ressembler le champ de bataille à un Stalingrad des temps modernes. À cause de cela, les gens ont commencé à l'appeler le petit Stalingrad. Le 28 novembre, les forces soutenues par la Russie ont lancé un assaut féroce sur l'ancien terminal qui a duré 3 jours. Le 5 décembre, les troupes ukrainiennes s'étaient repliées vers le nouveau terminal. C'était leur dernière position défendable. Tout au long du mois de décembre, la situation est restée en grande partie inchangée. Les séparatistes ont bombardé la position ukrainienne à Biski, tandis que les défenseurs tenaient dans le nouveau terminal. Les séparatistes ont lancé une attaque majeure le 10 janvier, provoquant l'effondrement de la tour de contrôle du trafic aérien 2 jours après. Malgré un ultimatum de reddition, les forces ukrainiennes, toujours connues sous le nom de cyborgs, ont refusé. Les combats se sont intensifiés et une contre-attaque ukrainienne, le 17 janvier, s'est révélée insuffisante. Le 19 janvier, la Russie a envoyé d'importants renforts, y compris des chars, de l'artillerie et des forces spéciales. Le 21 janvier, les troupes russes ont détruit les dernières positions ukrainiennes dans le nouveau terminal, tuant ou blessant plus de 50 défenseurs. Après 242 jours de combat, l'aéroport a été réduit en ruines et la bataille s'est terminée. Cette défaite a contribué à l'accord de Minsk. 2 mai, les hostilités ont continué, les lignes de front se transformant en une guerre de tranchées. Le 12 février 2015, les 2 parties se sont serré la main et Minsk II a été signé. Cependant, la guerre a continué et la Russie a poursuivi l'envoi de troupes en Ukraine. À ce moment-là, l'est de l'Ukraine était devenu l'une des zones les plus minées de la planète. Après la signature des accords de Minsk, l'activité sur la ligne de front a diminué, la majorité des victimes étant survenue en 2014 et 2015, selon l'Organisation des Nations Unies. Du 14 avril 2014 au 31 décembre 2021, le nombre total de morts civiles a atteint 3404 en 2014. 2084 personnes ont été tuées, puis 955 en 2015. Le nombre a considérablement diminué les années suivantes, avec 112 morts en 2016, 117 en 2017, 58 en 2018, 27 en 2019, 26 en 2020 et 25 en 2021. La propagande russe affirme souvent que l'Ukraine a bombardé le Donbass pendant 8 ans. Les statistiques montrent que l'intensité des combats a fortement diminué après 2015. Une simple comparaison de photographies a révélé ce mythe. Donetsk, que les médias russes affirment avoir été sous des bombardements ukrainiens constants, est resté relativement intact. Pendant ce temps, Mariupol, que la Russie a libérée en 2022, a été réduite en ruines. En 2018, le Parlement ukrainien a approuvé les amendements à la Constitution qui faciliteraient le processus d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. En 2021, la vente de terres agricoles a été facilitée. Ces mesures ont rapidement fait de l'Ukraine un exportateur majeur d'huile de tournesol et le 4e vendeur mondial de maïs. C'était exactement le contraire de ce que voulait la Russie, car la vie autour de l'Ukraine semblait prometteuse. Mis à part les combats constants à l'est du pays, un nouveau chapitre s'annonçait fortement. Le Kremlin n'a jamais voulu s'arrêter à Donetsk et Luhansk. Son objectif a toujours été de prendre le contrôle total de l'Ukraine, politiquement et économiquement, en la réduisant à un État fantoche. Le 5 avril 2021, le Premier ministre Boris Johnson a exprimé ses inquiétudes au président ukrainien Volodymyr Zelensky concernant l'activité militaire récente de la Russie près de la Crimée. Le lendemain, le 6 avril 2021, la Russie a officiellement annoncé le début de vastes exercices militaires près de la frontière ukrainienne, suscitant de nouvelles inquiétudes en Ukraine. Gardez à l'esprit que cela est arrivé près d'1 an avant l'invasion à grande échelle. Nous pouvons ainsi mesurer la rapidité avec laquelle les Russes ont envoyé leurs troupes à la frontière ukrainienne, sous le prétexte d'exercices militaires. Au 14 avril 2021, 110 000 soldats russes s'étaient massés le long de la frontière en 56 groupes tactiques de la taille d'un bataillon. L'Ukraine menait en parallèle ses exercices militaires et sa riposte.
Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'OTAN ont également entamé des discussions d'urgence concernant le déploiement des forces russes près de la frontière ukrainienne. Le ministre de la Défense russe, Sergueï Tchaïgou, a annoncé le 22 avril 2021 la fin prochaine des exercices militaires et le redéploiement des troupes d'ici le 1er mai 2021. Cependant, quelle surprise! Cette promesse n'a pas été tenue, puisque 100 000 soldats russes étaient toujours stationnés près de la frontière au 11 mai. Je n'avais jamais entendu parler de cela auparavant. Le ministre des Affaires étrangères russe ment. Quelle surprise à la fin de 2021. Le 17 décembre, la Russie a présenté une liste de leur propagande qu'ils ont appelée des exigences de sécurité. Les exigences comprenaient une garantie juridiquement contraignante que l'Ukraine ne serait jamais acceptée comme membre de l'OTAN et que l'OTAN cesserait toute activité militaire en Europe de l'Est, en particulier près de l'Ukraine. Une des exigences était aussi que l'OTAN arrête toutes ses opérations militaires. En politique et en Estonie, dans mon pays, c'est hors de question. En janvier 2022, une cyberattaque a frappé les sites web du gouvernement ukrainien avec un message menaçant. Le 18 février, donc 6 jours avant l'invasion à grande échelle, le président américain Biden pensait que Vladimir Poutine de Russie avait décidé d'envahir l'Ukraine. Et à ce moment-là, je faisais déjà des vidéos quotidiennes intitulées « Quand cela arrivera-t-il ?» Ça me surprend Bosnitz. Comment cela est-il arrivé ? J'étais convaincu que cela arriverait, et c'est arrivé, mais il restait des gens. C'est aussi en Estonie, et ce sont les militaires estoniens qui n'y croyaient pas. Le Royaume-Uni a révélé le complot visant à instaurer un gouvernement ukrainien pro-russe le 22 janvier, tandis que les États-Unis ont mis 8500 soldats en alerte et que l'OTAN a renforcé son flanc est. La Russie a mené son plus grand exercice militaire depuis la guerre froide avec la Biélorussie le 10 février. Enfin, le 21 février 2022, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, plaçant des troupes russes en attente là-bas. D'ailleurs qu'officiellement, avant que Vladimir Poutine ne sorte du placard en reconnaissant Donetsk et Louhansk, il n'y avait officiellement aucune troupe russe. Bien sûr, mais je me rappelle avoir vu le 21 février tard la nuit des vidéos montrant des convois russes traversant la frontière vers Donetsk et Louhansk. Tout le monde filmé. Je me souviens l'avoir couvert. Le 23 février 2022, l'Ukraine a préparé sa population à la possibilité d'une guerre. Le Parlement ukrainien a adopté l'état d'urgence autorisant couvre-feu, restrictions de déplacement, interdiction de rassemblement et de certains partis et organisations. Aux premières heures du 24 février 2022, le président Poutine a annoncé une opération militaire spéciale en Ukraine. Le président Zelensky a instauré la loi martiale, appelé au calme et s'est adressé au peuple russe. Il a ordonné la mobilisation générale, fermé l'espace aérien ukrainien et interdit aux hommes de 18 à 60 ans de quitter le pays. D'ailleurs, cela se passe en ce moment même. Je n'ai pas dormi, je suis resté éveillé toute la nuit à diffuser et regarder chaque image et vidéo en direct d'Ukraine. Tout le monde filmait, il y avait tellement d'images, tout le monde était paniqué et effrayé, moi aussi, et j'ai tout mis en ligne. Je m'en souviens très clairement, c'est à ce moment-là que tout a commencé pour moi. Le 25 février, Zelensky a confirmé plusieurs frappes de missiles russes. Plusieurs est un mot bien faible pour décrire ça. On évoque des centaines de frappes russes. Une vague de sanctions internationales a frappé la Russie, suspendue par le Conseil de l'Europe. Des combats acharnés ont éclaté à Kiev alors que les forces russes avançaient. Mais Volodymyr Zelensky a refusé de manière célèbre en disant « J'ai besoin de munitions, pas d'un trajet ». J'adore ça, et je l'adorais déjà à l'époque. Le 27 février, la Russie et l'Ukraine étaient prêtes à entamer des pourparlers de paix, ce qui semble étrange aujourd'hui. Avec le recul, ils ne peuvent plus faire la paix, car nous savons ce qu'est la Russie. Ils ne veulent pas la paix, ils n'ont pas besoin de la paix, et ils ne peuvent pas permettre la paix, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. 3 jours après l'invasion, la Russie et l'Ukraine lançaient déjà des pourparlers. Nous savons tous comment cela s'est fini. En mars 2022, le ministre de la Défense russe a averti les habitants de Kiev de quitter leur domicile, car il prévoyait de frapper des cibles dans la capitale ukrainienne. La solution du Kremlin était que les Ukrainiens n'étaient en sécurité qu'en Russie, alors ils devaient les rejoindre. Le 2 mars, l'Organisation des Nations Unies a voté massivement en faveur d'une résolution déplorant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et appelant au retrait immédiat de cette force. Lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
141 des 193 États membres ont voté en faveur de la résolution. 35 se sont abstenus et 5 ont voté contre. Les 5 pays ayant voté contre étaient la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. De nombreux pays ont posé des ultimatums à la Russie et à ses dirigeants. Mes amis, merci d'être arrivés jusqu'ici. J'espère que cette vidéo a apporté un éclairage sur le sujet et vous a aidé à mieux comprendre les choses. Laissez un commentaire si vous avez appris quelque chose. Si vous aimez ma chaîne, devenez membre mensuel, offrez-moi un café et abonnez-vous à ma chaîne. Ceci fait partie des vidéos réservées aux membres, du groupe réservé aux membres ici sur YouTube. Pour voir ces vidéos en avant-première, vous aurez accès à des contenus supplémentaires offrant des analyses approfondies au-delà des simples mises à jour sur l'Ukraine. Cliquez sur le lien dans la description et devenez membre de la chaîne YouTube. Seulement $1 par mois pour profiter de ce contenu en plus. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis slavo-criniers, et au revoir.